Salut à tous, on se retrouve pour l'épisode 3221 du Zap Image. On commence aujourd'hui en ce mardi 25 février avec des anniversaires. Et on commence tout d'abord avec le jeune turc Arda Güler. Il fête aujourd'hui ses 20 ans, le jeune joueur du Real Madrid. Et tiens, vu qu'on parle d'Arda Güler, les gars, on va juste parler d'une petite statistique par rapport à lui. Et sur ses 10 derniers matchs, sur 900 minutes possibles, il a joué seulement 137 minutes du côté du Real. C'est vrai que c'est un joueur qui joue quasiment jamais, qui est tout le temps sur le banc, la preuve. Hein. Donc à 20 ans, on pense vraiment qu'il a envie de jouer. Peut-être le mieux pour lui, c'est peut-être partir en prêt saison prochaine, surtout un an avant la Coupe du Monde. Hein. Donc voilà, concernant Arda Güler, on lui souhaite quand même un bon anniversaire. 20 ans aujourd'hui, pas mal d'anniversaires aujourd'hui. Tiens, notre pépite, Magnès Aklouche, donc joueur de l'AS Monaco, il fête aujourd'hui ses 23 ans. Les deux gardiens du Paris Saint-Germain sont nés quand même le même jour, même année. Donnarumma et Safonov, hein, donc deux gardiens du Paris Saint-Germain. Les deux fêtent aujourd'hui leurs 26 ans. Je ne savais même pas qu'ils étaient nés le même jour. Et aussi Ismail Assar, l'ancien joueur de l'Olympique de Marseille, maintenant joueur de Crystal Palace, il fête aujourd'hui ses 27 ans. Ou par exemple Crépin Diatta, joueur de l'AS Monaco, il fête aujourd'hui ses 26 ans. Donc on a pas mal d'anniversaires de joueurs connus aujourd'hui. En ce 25 février, on continue, on va parler maintenant de ce qui s'est passé hier soir. Et on commence tout d'abord en Turquie parce qu'il y avait un énorme match. Hein. C'est un derby entre le Galatasaray et le Fenerbahçe, le premier contre le deuxième de cette Super League turque. Et c'est un 0-0. Voilà, donc j'ai regardé un peu le match, enfin j'ai regardé la première mi-temps, voilà, pour pas vous mentir. Donc il y a eu des occasions, enfin surtout côté Fenerbahçe. Hein, je pense qu'il a peut-être mérité mieux que ce match nul. Hein. Donc le Galatasaray s'en sort plutôt bien avec ce nul. Donc voici les statistiques de la partie. Donc le Galatasaray, ils n'ont pas montré grand-chose, hein, seulement 4 tirs, une frappe cadrée dans le match seulement, 0.12 en XG. Hein, donc un très faible Galatasaray, alors que le Fenerbahçe, 10 tirs, 3 tirs cadrés et 1.53 en XG. Hein, ils auraient certainement mérité de gagner le Fenerbahçe. Du coup, 0-0, ça fait les affaires peut-être du Galatasaray, hein, qui a été dominé dans cette rencontre, mais du coup qui garde de l'avance, hein, sur le Fenerbahçe. Donc on peut voir voilà, qu'il y a quand même il y a 6 points d'écart entre le premier et le deuxième. Et il reste encore 14 journées. Hein, c'est pour ça qu'hier c'était pratiquement victoire obligatoire pour le Fenerbahçe pour revenir sur Galatasaray. Ils n'ont pas saisi l'opportunité, donc Galatasaray je pense. Hein. Il y a de fortes chances qu'il remporte ce championnat turc. Et concernant cette rencontre, hein, qui était bien sûr très très chaude, hein, donc près de 30 000 policiers étaient mobilisés autour du stade et dans le stade qui accueille le match à Galatasaray-Fenerbahçe qui est à 18 h. Hein. Les photos du dispositif déployé sont impressionnantes, plus de 30 000 policiers, hein, c'est énorme, pas que dans le stade, hein, peut-être 2000 dans le stade et les 28 autres 1000 policiers étaient autour du stade. Mais voilà, pour éviter bien sûr tout débordement parce que le match avait beaucoup d'enjeux, bien évidemment, hein, concernant cette rencontre. Hein. Et le Galatasaray a lancé une plainte pénale auprès de l'UEFA et la FIFA pour racisme, hein, contre José Mourinho. Donc le banc de Galatasaray sautait comme des singes à chaque bonne décision de l'arbitre. Voilà ce qui s'est passé hier. Hein. Et l'arbitre hier, hein, donc la fédération turque a pris la grande décision, les gars. Et pour la première fois de l'histoire en Turquie, un arbitre étranger a arbitré le match hier entre le Galatasaray et le Fenerbahçe pour éviter du favoritisme. En gros, c'était même pas un arbitre turc qui a arbitré la rencontre hier. Hein. Une réussite, hein, pour ce match haute tension pour Slavko Vincic, hein, qui est un arbitre slovène, qui a très bien arbitré, je trouve, hein, surtout avec la pression qu'il y avait. Donc il a reçu les louanges de José Mourinho, coach du Fenerbahçe, d'habitude très critique envers les arbitres turcs. Hein. Donc j'ai dit à l'arbitre, merci d'être venu ici, d'avoir arbitré ce grand match. Voilà, c'est Mourinho qui a dit ça à l'arbitre. Hein. L'arbitre turc était également présent. Je me suis tourné vers lui et je lui ai dit, si un arbitre turc avait arbitré ce match, cela aurait été un désastre. Voilà, donc c'est pour ça que ça a été un arbitre slovène. Et vraiment, il a très bien géré, on va dire, cette partie qui était très très chaude. Donc voilà ce qu'il y a à dire, hein, sur ce Galatasaray Fenerbahçe. Voilà, 0-0. On continue avec une autre rencontre. Tiens, un ancien club de José Mourinho, le FC Porto, qui jouait hier, hein, contre Guimarães. Hein, c'était lundi soir, un partout. Donc un mauvais résultat, bien sûr, pour le FC Porto pour remporter, bien sûr, le championnat portugais. Hein. On peut voir les statistiques de la partie et c'est que Porto, les gars, en ce début d'année 2025, ils ont gagné seulement un match seulement gagné, c'est quand même très peu. Ils ont gagné contre Farense, mais sinon tous les autres matchs des nuls et 2 défaites. Voilà, en plus c'est des équipes normalement à la portée bien sûr du FC Porto qui doit bien sûr s'imposer, seulement une victoire en ce début d'année. C'est très compliqué actuellement la situation de l'équipe du FC Porto. Du côté de l'Italie, il y avait un AS Roma Monza hier et c'est l'AS Roma qui s'est imposé facilement 4-0. On peut voir les buteurs, hein, 4 buteurs différents lors de cette rencontre, hein, 23 tirs, 6 tirs cadrés, 4 buts marqués. Donc voilà, un match à sens unique. Hein. Et Bryan Cristante a été élu homme du match lors de cette rencontre. Hein. Félicitations à lui, du coup tous les résultats de cette 26e journée
journée du côté du championnat italien. Et du coup, le classement, donc c'est l'Inter avec toutes les équipes avec le même nombre de matchs joués. Donc l'Inter 57 points, Naples 56 points, il y a un point d'écart entre le premier et le deuxième. Après, il y a l'Atalanta Bergame qui est juste derrière, 54 points. Puis après, il y a un creux entre le troisième et le quatrième, la Juve qui a 49 points. Donc l'AS Roma avec sa victoire remonte à la 9e position de ce championnat italien. Du côté de l'Espagne, il y avait également une rencontre hier, le FC Séville contre Mallorca, score final 1 partout. Dommage pour Séville, mais 1-0 jusqu'à la 90e. Ils sont fait égaliser à la 91e minute de jeu grâce à, comment il s'appelle, Valjean, donc un joueur de Mallorca. Bon bref, 1 partout. Donc voici les stats de la partie et les résultats. Tous les résultats, donc les gros ont gagné, le Barça, le Real, l'Atlético, Bilbao qui s'est imposé bien sûr 7-1, ça a été le carton du week-end. Donc du coup ce classement, voilà, ça bouge pas. Donc Séville avec son match nul, actuellement à la 11e position de cette Liga. Tiens, toujours en Espagne, donc aujourd'hui il y a du football, donc c'est pas de la Liga, mais c'est plutôt de la Coupe du Roi, les demi-finales, ça commence ce soir. Première demi-finale, allez, c'est ce soir entre le Barça et l'Atlético Madrid. Donc coup d'envoi 21h30, je crois que le match est diffusé sur la chaîne L'équipe, la chaîne 21 de la TNT. Et demain, ça sera Real Sociedad, Real Madrid au programme demain mercredi. Donc à noter, c'est les matchs allés. Il n'y a pas Coupe du Roi demi-finale, ça se joue sur match aller et match retour. Donc là, pour le Barça, c'est tout d'abord réception de l'Atlético. On se déplacer à l'Atlético, ça sera dans quelques semaines le match retour après la trêve internationale. Et concernant cette équipe du FC Barcelone, petite info concernant Lamine Yamal. Donc hier, il est absent de l'entraînement. Voilà, donc il n'était pas présent hier à l'entraînement. On ne sait pas, il est incertain pour le match ce soir, même si je pense qu'il sera... Enfin, il sera disponible, mais hier il n'a pas participé à l'entraînement parce que le week-end dernier il a été touché au pied. Même il a mis, souvenez-vous, une petite photo à Instagram. En gros, il a eu le pied en sang, il a mis pas de faute. L'arbitre n'avait même pas sifflé faute alors qu'il a le pied en sang. Voilà, donc c'est peut-être à cause de ça qu'il ne s'est pas entraîné hier, mais il devrait certainement tenir sa place ce soir. La pépite espagnole au programme aujourd'hui, pas mal de football. Il n'y a pas que de la Coupe du Roi, il y a également de la Première Ligue ce soir. Brighton, Bournemouth, Crystal Palace, Aston Villa, Wolverhampton, Fulham et Chelsea contre Southampton. Chelsea, il va falloir gagner, surtout que Southampton c'est les derniers, ils font que de perdre et Chelsea doit enchaîner une série de victoires. Là ils enchaînent que des défaites, ils ont perdu ce week-end, ils avaient perdu le week-end d'avant contre Brighton, là ils ont perdu contre Aston Villa 2-1. Donc voilà, il va falloir gagner pour les Blues. Donc du côté de la coupe, en France, la Coupe de France, Angers-Reims, Cannes-Guingamp par exemple. Demain il y aura Stade Briochin contre le Paris Saint-Germain. Ce sera demain mercredi bien sûr cette rencontre. Donc là c'est les je sais plus, c'est les huitièmes ou les quarts de, je crois les quarts de finale de cette Coupe de France. Du côté du championnat saoudien, il y a également du football aujourd'hui, ce mardi. Voilà le programme. Par exemple Al Hilal, deuxième du classement, reçoit l'équipe de Al Khalout. L'équipe de Cristiano Ronaldo Al Nasser se déplace à Al Weda et l'équipe de Al Ali contre Al Qadsiya qui est troisième. Al Qadsiya c'est une équipe promue où Nacho Aubameyang a joué dans cette équipe. Il se déplace de l'équipe de Riyad Mahrez. Voilà des belles rencontres. Donc Al Ittihad, actuellement les leaders où joue Benzema. Ils joueront eux demain mercredi. Au continue, on va prendre la direction de l'Angleterre, Championship, deuxième division anglaise. On va parler d'une équipe, les gars, qui est quand même incroyable. C'est Burnley, une équipe qui a déjà évolué dans le passé en première ligue. Ils sont sur une folle série de 12 matchs d'affilée sans encaisser le moindre but. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, les gars, c'est quand même exceptionnel. Donc le dernier but pris, c'était le 21 décembre. Ils ont gagné le match. Ils ont gagné 2-1, mais ils avaient pris un but. Voilà, donc depuis 12 matchs, les gars, ils n'ont pas pris le moindre but encaissé. Regardez, tous les matchs. Donc voilà, le 29 décembre, 0-0. Ils ont fait un autre 0-0. Là, ils ont gagné 1-0. Bon, ils ont fait pas mal de 0-0, bien sûr, mais ils prennent plus de but. Cette équipe de Burnley. Donc voilà, depuis 12 matchs, ils n'ont pas pris le moindre but sur cette nouvelle année. Et je voulais regarder leur classement. Je me dis, oui, ils avaient tout en haut. Bon, ils sont pratiquement tout en haut. Ils ne sont pas premiers, ils sont troisième, Burnley. Mais c'est vrai que si on regarde le nombre de matchs joués, ils sont déjà 34 matchs joués. Parce qu'oubliez pas qu'il y a 24 équipes. Il y a beaucoup plus de matchs. En Championship, c'est la deuxième division. C'est pour monter en première ligue. Leeds et Sheffield, il y a des chances de les voir en première ligue saison prochaine. Surtout Leeds. Bon, bref, Burnley, les gars, si on regarde leurs statistiques, donc déjà, ils ont perdu que 2 matchs. C'est l'équipe qui a le moins perdu, mais ils ont fait pas mal de nuls, 14 nuls, ce qui leur a perdu pas mal de points. Donc, bref, surtout les buts marqués, donc 43, mais surtout les buts encaissés, 9 buts encaissés quand même, seulement. Regardez, là, sur la troisième, but pris, seulement 9 en 34 matchs. Ça fait un but pris tous les 3 matchs à peu près. C'est bien évidemment la meilleure défense du côté de la Championship et la preuve, ça fait 12 matchs qu'ils n'ont pas pris le moindre but à cette équipe de Burnley qui serait pour l'instant 3e et qui jouerait actuellement les barrages bien sûr pour monter en première ligue. On va parler d'un autre championnat, c'est le championnat suisse, c'est vrai que j'en parle jamais, je ne vous cache pas, mais c'est que là-bas il y a beaucoup de suspense. Regardez actuellement la Super League suisse, le classement, les 6 premiers.
Bâle 42 points, Lugano 42 points, Luzerne 42 points et Servette 42 points. Les 4 premiers ont le même nombre de points, 42, hein, c'est fou. Donc après il y a Lausanne qui a 37 et il y a les Young Boys de Berlin qui sont également à 37, mais les 4 premiers 42 points. Voilà, on a la 25e, je crois qu'il doit y avoir 18 équipes hein, du côté du championnat suisse, donc il reste encore 13 matchs à jouer. Et voilà, c'est ultra serré, hein, les 4 premiers avec le même nombre de points, donc là aussi il va y avoir du suspense énormément hein, du côté de cette ligue suisse. On continue, on revient nous en France, on peut voir aujourd'hui la une du journal Équipe, ça parle de Pierre Sage, l'ancien coach de l'Olympique Lyonnais. Je comprends, mais je n'accepte pas, voilà en titre. Hein. Et là, si on zoome un petit peu sur le petit encadré, hein. Donc un mois après son licenciement du poste d'entraîneur de Lyon, hein, Pierre Sage revient pour l'équipe sur les conditions de son départ et affirme son envie de retrouver un banc au plus haut niveau. Il veut retrouver une équipe, hein. Pierre Sage, hein. Donc tout d'abord il dit, hein, je sais qu'un jour je reviendrai entraîner l'Olympique Lyonnais. Voilà, parce que déjà, il est en très bon terme avec les supporters. Hein. Il y a plein de supporters de Lyon qui n'ont pas compris en gros son licenciement, pourquoi il était remplacé par Conceição, le nouveau coach bien sûr de cette équipe Paulo Fonseca, hein, désolé, le nouveau coach bien sûr de Lyon. Voilà, il y en a plein qui ne comprennent pas parce qu'il a fait du taf énorme bien sûr, hein, Pierre Sage. Hein. Et la grande classe de Pierre Sage qui confie avoir accepté de rencontrer John Textor après avoir appris son licenciement pour le remercier. Il l'a remercié en gros de tout ce qu'il lui a apporté, hein, malgré qu'il l'a licencié. Ce jour-là, je suis passé au club où Laurent Prudhomme, hein, et Mathieu Louis Jean étaient présents. Ils m'ont remis une lettre de mise à pied, en gros une lettre voilà, que c'était fini pour toi, hein, tu as été viré en gros. Hein. Ils ne m'ont pas donné de justification particulière, mais je n'avais pas besoin. J'ai lu entre les lignes, hein. Ils m'ont aussi dit que John Textor était à Lyon et qu'il voulait me rencontrer. J'ai accepté pour la bonne raison que je voulais le remercier de vive voix de m'avoir donné la chance d'entraîner à ce niveau-là. Parce qu'avant l'ancien coach, je me souviens même plus c'était qui. Puis lui, il est arrivé seulement pour 2-3 matchs, hein, dépanné. Puis du coup, ça s'était bien passé. Et du coup, il était resté après l'entraîneur voilà, de l'Olympique Lyonnais. Donc il voulait remercier John Textor par rapport à ça. Hein. Et je voudrais aussi lui dire hein, que j'estimais avoir saisi cette chance. Et oui, bien sûr, il a saisi hein, cette chance. Parce que non, il pense qu'il peut faire carrière hein, en tant que coach dans un grand club. Hein. Pierre Sage. Hein. Pierre Sage toujours ne veut jamais quitter Lyon. Et on est convaincu, il reviendra entraîner l'Olympique Lyonnais. Hein. Je suis domicilié à Lyon. Et j'envisage de le rester. C'est ma ville. Hein. Et quand je serai amené à travailler ailleurs, je reviendrai toujours dans ma ville entre mes contacts, hein, bien sûr, du côté de Lyon. Hein. Je ne vendrai jamais la maison que je suis en train d'acheter ici pour une bonne raison. Je sais qu'un jour, je reviendrai entraîner l'Olympique Lyonnais. Voilà. Et toujours avec Pierre Sage, hein, du très lourd arrive dans les nouvelles générations lyonnaises. Selon Pierre Sage, il a dit les bonnes générations arrivent, je pense, au 2008 et au 2009, avec de très bons joueurs, et même au 2010 et au 2011, parce que bien sûr, il connaît très bien le centre de formation, tout ça, de l'Olympique Lyonnais. Il sait que les générations là, 2008 jusqu'à 2011, hein, il y a des sacrés cracks, des sacrés talents du côté de Lyon, qui seront après bien sûr peut-être en équipe première. Hein. Donc voilà, les belles générations arrivent hein, du côté de l'OL. Donc voilà ce qu'il y a à dire hein, sur Pierre Sage hein, qui a été interviewé aujourd'hui par le journal L'Équipe. On va parler aussi de quelque chose qu'on a beaucoup parlé, hein, qui s'est passé ce week-end, le président de l'OM, hein, Longoria, par rapport à ce qui s'est passé avec l'arbitrage entre l'AG Auxerre et l'OM samedi soir. Hein. Donc souvenez-vous, hein, il a dit que les arbitres français étaient corrompus. Donc il est revenu sur tous ses propos. Hein. Je tiens à dire qu'il n'y a pas de corruption dans le football français. Donc après avoir assuré que les arbitres étaient corrompus à l'issue de la défaite de l'OM à Auxerre samedi soir, Longoria est revenu sur ses propos ce lundi, donc hier, hein, bien sûr, c'est excusé, Longoria. Hein. Donc il n'y a pas de corruption dans le foot français parce que voilà, il a dit ça à chaud, bien sûr, et maintenant il regrette. Hein. Donc regrette ses propos sur l'arbitrage. Je suis très autocritique envers moi-même. Hein. Je ne peux pas accepter de donner ce type d'image, hein, bien sûr. Un président de club ne peut pas se comporter comme ça. Rien ne justifie la forme et je ne suis pas content de moi-même, de son disjonctement à la fin de la rencontre hein, contre l'équipe auxerroise. Hein. Donc Franck Macourt, le propriétaire de l'OM, Longoria qui est le président, mais au-dessus de lui, c'est Franck Macourt, hein, c'est lui qui a acheté l'OM, hein, soutient Pablo Longoria. Hein. Donc le propriétaire de l'OM a apprécié la forme de son mea culpa, mais sur le fond et donc sur le sentiment d'injustice, hein, le discours de Longoria est même partagé à tous les étages du club. Hein. Voilà, Macourt soutient Longoria, même s'il s'est excusé, il dit en gros qu'il a peut-être raison par rapport bien sûr à l'arbitrage qui est peut-être contre l'Olympique de Marseille cette saison. Enfin, c'est ce que pensent hein, certains dirigeants de l'OM. Hein. Et concernant Longoria, même s'il s'est excusé, les gars, il va y avoir une sanction. Hein. Ça va pas passer clean hein, auprès de la LFP, bien sûr. Donc la sanction de Pablo Longoria sera annoncée demain mercredi, parce que demain il y a la commission de discipline. C'est à chaque fois le mercredi. Hein. Par exemple, je sais pas, un joueur tiens, il prend un carton rouge un samedi. Donc on sait combien il a pris de match, c'est le mercredi. Donc ce sera demain. Et par rapport à ça, ça sera demain, ou ça sera
sa sanction, on va la connaître. Hein. Donc, bon, ça peut aller à beaucoup de matchs, hein, bien sûr. Bon, après, il n'est pas joueur. Hein, c'est pas un joueur, mais voilà, il pourrait prendre jusqu'à 12 matchs. Hein. On parle beaucoup de 12 matchs de suspension, peut-être, pour Longoria par rapport à ses propos. Hein, voilà, qu'il y aurait de la corruption en Ligue 1, que c'est un championnat de merde, hein, comme il a dit. Donc, il risque, bien sûr, il risque très lourd. Hein. Benoît Tremolinas au micro de l'équipe de Greg. Hein, c'était hier, tiens, sur la chaîne 21. Donc, c'est plutôt fort pour Pablo Longoria de parler de corruption. On connaît très bien le passif de l'OM. Je pense que de la part d'un président de l'Olympique de Marseille, on doit connaître par cœur l'histoire de son club. Hein. Voilà ce qu'il a dit. Voilà, quand Longoria parle de corruption, donc lui, Tremolinas, il dit qu'il faut faire attention au passif de l'OM parce qu'à l'époque, il y en a dit que l'OM, par exemple, avait acheté sa Ligue des Champions en 1993, donc aurait corrompu, bien sûr, les arbitres. Donc voilà ce qu'il a pu dire, hein, Tremolinas, par rapport à l'affaire Longoria. Tiens, une autre affaire aussi, c'était du côté du Groupama Stadium entre Lyon et le PSG où il y avait des banderoles. Il y avait une banderole sur Vincent Labrune, hein, qui est le président de la Fédération française, enfin de la LFP plutôt, hein, donc la Ligue de football professionnel. Donc Labrune a corrompu à genoux devant Nasser. Vous êtes la honte du football français. Donc cette banderole de supporters lyonnais, hein, pour être puni si Vincent Labrune, se sentant offensé, décidait d'attaquer en justice. Voilà, s'il décidait de porter plainte, bah Lyon, les gars, pour être vraiment sanctionné. On verra ce qu'il va décider. Vincent Labrune. Et toujours aussi sur ce qui s'est passé ce week-end et pour revenir sur le match entre l'AG Auxerre et l'OM. Hein, donc avant ce Auxerre-OM qui était à 21 h samedi soir, des affrontements de supporters ont lieu au milieu de famille avant la rencontre. Hein. Donc certains supporters parisiens se seraient revendiqués fans d'Auxerre originaires de région parisienne et auraient participé au fight. Hein, parce qu'oubliez pas qu'Auxerre, c'est juste à côté de Paris. Hein, je sais pas, peut-être 120 km, donc c'est juste à côté. Donc il y aura des supporters du PSG qui seraient venus à Auxerre juste pour se battre avec les supporters de Marseille. Voilà. Donc il serait membre des anciens Car Sud. Bon, je sais pas trop ce que c'est. Bon bref, voilà en gros ce qui s'est passé également avant cette rencontre, hein, qui a été très mouvementée. Bref, on va parler de toute autre chose. On va parler cette fois-ci de Karim Benzema et pour KB9. Hein, Cristiano Ronaldo n'est pas le meilleur joueur de l'histoire. Hein, CR7, souvenez-vous, tiens, il y a 20 jours exactement, on est le 25, c'était le 20. Enfin, il y a 20 jours, donc le 5 février, c'était son anniv. 40 ans pour CR7, il disait qu'il sentait que c'était le joueur le plus complet, le meilleur joueur de l'histoire du football. Hein. Et pour Benzema, qui a évolué avec Cristiano Ronaldo, il dit que c'est pas lui le meilleur joueur de l'histoire. Il a dit pour moi le meilleur c'est Ronaldo, le Brésilien. Benzema il a dit à chacun le droit de dire ce qu'il veut. Si Cristiano pense qu'il est le meilleur de l'histoire, c'est son avis et c'est ce qu'il est. Hein. Pour moi c'est Ronaldo, donc le Brésilien. Mais Cristiano c'est Cristiano. Hein. Je n'aime pas les comparaisons entre les joueurs. Chacun sa propre histoire. Lui, Cristiano, il a la sienne. Voilà. Donc pour Benzema, il a une préférence on va dire pour R9 et pour lui c'est pas Cristiano Ronaldo le meilleur joueur de l'histoire du football, mais plutôt Ronaldo R9. Etienne Eto'o, un tout jeune journée en 2002, fils de Samuel Eto'o, a joué ses premières minutes. J'ai un peu parlé hier. Hein. Mais ce que je n'avais pas dit hier, les gars, c'est qu'en réserve, hein, en équipe B du Rayo Vallecano, il a marqué quand même 21 buts la saison dernière. C'est pour ça que maintenant il est promu en équipe première. On espère hein, pour lui qu'il fasse la même carrière que son papa. On va parler de Mesut Özil et c'est officiel. Mesut Özil est élu membre du Conseil constitutionnel en Turquie. L'ex-international allemand entame désormais une carrière politique après avoir accroché les crampons. Voilà maintenant ce que fait Mesut Özil. Plutôt dans la politique maintenant en Turquie. Hein, donc lui qui a pris sa retraite hein, il y a déjà plus d'un an. Donc voilà, bonne continuation à Özil. On va parler de Sergio Conceição et déjà sur la sellette du côté de Milan. Pourtant il est arrivé début janvier. En plus il est arrivé parfait. Hein. 2 premiers matchs, les gars, il a gagné une demi-finale et une finale de la Super Coupe d'Italie contre l'Inter. En plus il a gagné ce trophée. Mais depuis c'est plus compliqué. Là, ils ont perdu contre le Torino 2-1 ce week-end. Ils ont été éliminés la semaine dernière en Ligue des Champions contre le Feyenoord. Attention, hein, donc voilà, les prochains matchs seront décisifs hein, car une clause dans son contrat permet une résiliation anticipée. Si les résultats ne sont pas bons lors des prochains matchs, et ben Conceição, ça pourrait déjà être fini hein, du côté de Milan. Toujours tiens Milan, on parle aussi peut-être d'un départ de Leao les gars. Raphaël Leao ne devrait pas être retenu en cas de belle offre cet été. Cependant son contrat jusqu'en 2028 pourrait repousser les prétendants vu la somme que réclame Milan. À Milan bien sûr s'ils venaient le vendre, ils espèrent au moins plus de 100 millions d'euros. Après si une équipe vraiment pose ces 100 millions d'euros, là il pourrait être vendu. Donc voilà, concernant Léo, hein, son avenir n'est pas sûr d'être à Milan. Et concernant Théo Hernandez, c'est exactement pareil. Hein. Théo Hernandez devrait quitter l'AC Milan dès cet été. Le Français est trop gourmand au niveau salarial et ses performances récentes ne plaident pas en sa faveur. N'oubliez pas en plus que la semaine dernière, élimination, je vous ai dit, il gagne 1-0, il prend rouge. Hein. Deuxième carton jaune, il a fait sur une grosse simulation qu'il aurait pu éviter. Et du coup, ce qui a entraîné après l'égalisation et du coup l'élimination de Milan, c'est pour ça qu'il est beaucoup pointé du doigt et en plus en salaire, parce que Milan voulait le prolonger, parce qu'il a un contrat jusqu'en 2026, l'année prochaine, mais lui il demande trop en salaire. C'est pour ça qu'il y a des chances qu'il parte l'été prochain. Théo Hernandez, du côté de Manchester City, on sait que c'est une équipe en fin de cycle, City, et tous ces joueurs qui ont été incroyables, bien sûr, il y a quelques années.
Voilà, mais maintenant on a l'impression qu'ils sont tous à bout de souffle, on devrait tous partir. Donc City a indiqué à ses 7 joueurs de trouver une porte de sortie. Donc De Bruyne, fin de contrat en fin de saison. Il ne sera pas prolongé normalement. De Bruyne, ouais, il est en fin de cycle quand même du côté de City. Bernardo Silva aussi, c'est plus tout le même. C'est plus le Bernardo Silva il y a 3-4 ans les gars. Il a pris comme un coup de vieux dans son jeu. Il a plus les mêmes jambes qu'avant bien sûr. Gundogan aussi, c'est vrai que même depuis son arrivée du Barça là, c'est compliqué. Gridic les gars, c'est compliqué. Stone Kovacic et Ederson. Voilà, tous ces joueurs, ces 7 joueurs les gars, devraient tous partir voilà, du côté de City. C'est pour ça que City recrute beaucoup jeunes. Il y a eu Kusanov, il y a eu Marmous, il y a eu Victor Rez, il y a eu Nico Gonzalez qui sont arrivés lors du dernier mercato. Que des joueurs qui sont en dessous de 22-23 ans. Des tout jeunes joueurs bien sûr. Et ça c'est quand même des joueurs, la plupart ont plus de 30 ans. Donc c'est pour ça il va y avoir pas mal de départs. Et c'est vrai que City maintenant veut de la jeunesse. Et lui c'est un objectif. City fait partie des favoris pour recruter Florian Wirtz. Le Real Madrid et Liverpool sont aussi dans la course. C'est vrai que si tu remplaces un Kevin De Bruyne par un Florian Wirtz, De Bruyne il a fait sa carrière, une magnifique carrière, mais Wirtz c'est l'avenir. Il a 20 ou 21 ans, il est tout jeune, et voilà, City veulent ce genre de joueur là tout simplement. Et au poste de gardien de but, je dis Ederson devrait partir, et le but en gros c'est de remplacer Ederson par Diogo Costa. City fait de Diogo Costa sa priorité pour son nouveau gardien de but. Des premiers contacts ont déjà été établis pour une arrivée cet été du gardien, je crois qu'il joue à Porto, du côté de l'équipe de City. On va parler d'Adrian Nino, fils d'Adriano, très grand joueur à l'époque bien sûr. Donc il a un fils, Adrian Nino, pour sa face un peu brésilien. Donc bref, quitte le Serrano FC et signe à Coimbra en 3e division portugaise. La ressemblance est troublante avec son père. Bon après c'est son fils, après des fois il y a des pères et fils, ils se ressemblent pas beaucoup, mais lui il ressemble beaucoup à son père. Donc il débarque en Europe. Bon pour l'instant c'est de la D3 portugaise. Voilà, ça lui de faire ses preuves et bien sûr s'il est bon, il sera bien évidemment ciblé par peut-être une équipe plus huppée au Portugal ou peut-être en Europe. Donc bonne chance à lui et bienvenue en Europe. On va parler d'un joueur qui pourrait quitter l'Europe. Pourtant il est arrivé il y a quelques temps, début de l'année 2024, il y a un an. C'est Vitor Roque, le Barça va acheter. Et Vitor Roque va bien rejoindre normalement Palmeiras. Il quittera le Betis où il était prêté par le FC Barcelone. Bon après, Sport dit ça, le journal Sport, mais Gérard Romero, c'est quelqu'un qui suit très bien le Barça. Donc la fédération espagnole, la Liga n'autorise pas le transfert de Vitor Roque à Palmeiras. En gros, ce serait par rapport à des problèmes juridiques. Bon après ça peut être résolu bien évidemment ces problèmes là, mais voilà, si tout est ok, il devrait déjà quitter le Barça et le Betis où il est prêté et retourner du côté du championnat brésilien. Tiens, toujours avec le Brésil, Arthur Melo, ancien joueur par exemple de la Juve ou même je sais pas, du Barça par exemple. Bon pour lui le Real Madrid est selon moi la meilleure équipe du monde actuellement, voilà ce qu'elle peut dire Arthur Melo. Du côté du Real Madrid, on va parler de Luka Modric, et d'après Fabrizio Romano, la tendance à une prolongation de contrat d'un an de Luka Modric en fin de contrat. On est le 25 février là dans combien, 4 mois à peu près, le 30 juin prochain, parce que vous savez que le 30 juin en gros c'est la fin de saison, le 30 juin, et quand on passe au 1er juillet c'est pour la nouvelle saison, par rapport à une saison en gros. Donc là le 30 juin c'est fin de contrat pour lui, et il devrait prolonger d'une année supplémentaire tout simplement, donc jusqu'au 30 juin 2026. Ce serait juste quelques semaines avant la Coupe du Monde, et certainement la Coupe du Monde sera son dernier grand tournoi, et après il prendra certainement sa retraite. Luka Modric, toujours du côté du Real, on va parler d'un ami de Modric, c'est Marcelo, mais de son fils Marcelo, et le fils de Marcelo, Liama, va signer pour l'équipe Benjamin A du Real Madrid. Donc il y a aussi son fils là qui signe avec le crayon. Là c'est Enzo Alves, donc c'est le fils aîné. Voilà, lui qui est au Real Madrid, en plus il vient de prolonger. Et c'est l'autre fils là qui est dans les bras de Marcelo, lui aussi va jouer, joue dans les catégories du Real Madrid. En gros ces deux fils jouent dans les catégories jeunes madrilènes. Nouvelle coupe pour Marcus Thuram, voilà, donc l'attaquant français les gars, nouvelle coupe. Voilà, cette bonne continuation bien sûr du côté de l'Inter, et on verra peut-être se rappeler bien sûr pour la prochaine trêve avec les Bleus au mois de mars prochain. Lorenzo Lucas s'excuse sur Instagram après son caca nerveux, parce que je ne sais pas si vous avez suivi, c'était vendredi dernier. Il ne devait pas tirer un penalty. Normalement, c'est Thauvin qui doit tirer les pénaltys à Udinese. Il a dit non, moi je tire le penalty. Il a tiré le penalty, il a marqué, personne n'est parti célébrer avec lui. C'était à la 30e, les gars, l'entraîneur l'a sorti 1 minute après, parce que c'était pas lui tirer le penalty. Bon, bref, je voulais être dur, mais seul je ne suis personne. Donc il s'est excusé en gros envers tout le monde par rapport à ça. Cette affaire où c'était pas lui tirer le penalty, il l'a tiré. Bon, heureusement, il l'a marqué. Manchester United ferme la cantine du personnel pour faire des économies. Du côté de Manchester, on sait que c'est une équipe en grande difficulté.
difficulté déjà niveau sportivement. 15e de Première Ligue, on en a parlé hier, c'est la pire saison de l'histoire de Manchester United. Et aussi niveau finance, les gars, où ça, actuellement, on a l'impression que c'est un club qui est dans le mur, mais bien enfoncé dans le mur. Et aussi dans les finances, regardez, ils m'ont fermé la cantine parce qu'il n'y a plus de sous du côté de Manchester. Et Manchester aussi annonce supprimer 150 à 200 postes pour des raisons économiques. Le plan de transformation vise à ramener le club à la rentabilité après 5 années consécutives de perte depuis 2019. Depuis 2019, ils perdent de l'argent et des grosses sommes d'argent. Cela créera une plateforme financière plus solide à partir de laquelle le club pourra investir dans le succès du football masculin et féminin et dans l'amélioration des infrastructures. Dans le cadre de ces mesures, le club prévoit la suppression de 150 à 200 postes. 200 personnes qui travaillent à Manchester United vont perdre leur emploi pour économiser de l'argent. Donc après consultation des salariés, donc ces suppressions s'ajouteraient aux 250 postes supprimés déjà l'an dernier. Du 250 personnes qui ont été virées l'an dernier. Et là, ça pourrait monter encore à 200 dans les années futures. Il pourrait y avoir plus de 450 personnes qui pourraient perdre là très prochainement leur poste du côté de Manchester United. Et toujours du côté de Manchester United, un ancien coach, Erik ten Hag. S'il y a bien une chose qui me manque, c'est Old Trafford. Voilà ce qu'a pu dire bien sûr Erik ten Hag, qui est actuellement je crois son club, bien sûr il n'a pas retrouvé d'équipe depuis son licenciement. Il a gagné quand même 17 millions d'euros quand même avec son licenciement, alors que Manchester aurait pu le laisser partir libre l'été dernier. Ils l'ont reprolongé, ils l'ont viré en octobre, c'est n'importe quoi là aussi, c'est de la perte d'argent très bête de Manchester. On va parler d'Ousmane Dembélé, la saison de fou que réalise Dembélé, donc seuls 5 joueurs ont marqué plus que lui dans le top 5 européen. C'est simple, Lewandowski, Salah, Harry Kane, Mbappé et Haaland. Donc n'oubliez pas qu'il a marqué 24 buts, 6 passes D en 31 matchs. C'est bien évidemment sa meilleure saison en termes de chiffres. Depuis le début de sa carrière, Khalid Mera a signé le jour de ses 18 ans son premier contrat pro avec l'Olympique Lyonnais. Magnifique cadeau d'anniversaire, donc on lui souhaite bonne réussite bien sûr du côté de Lyon. On va parler d'Edon Zegrova, a informé le LOSC qu'il ne prolongera pas son contrat qui se termine en 2026, donc dans un an, la fin de contrat en 30 juin, et en gros il partira l'été prochain. Il a dit, c'est vrai, j'ai informé le club que je ne renouvellerai pas mon contrat, nous verrons ce qui se passera cet été, mais le club a été informé de mon souhait, en gros de ne pas prolonger. Bon, après il peut encore rester à Lille saison prochaine, mais il partira à Lille l'année suivante. Donc après pour Lille, s'ils veulent le vendre, ils le vendront là pour récupérer de l'argent, parce que sinon ils récupèrent 0 € l'été 2026. Donc voilà, de fortes chances que si Lille veut récupérer de l'argent, ils le vendront. L'été prochain, il y a toujours Naples qui est très intéressé par Zegrova. Il y a un autre joueur pour quitter Lille également, c'est Angel Gomez. Regardez, c'est Fabrizio Romano qui le dit. Angel Gomez devrait quitter le LOSC là l'été prochain. Yaya Touré, donc Mohamed Salah, le meilleur joueur du monde actuellement. Donc certainement, si Yaya Touré le dit, je pense que beaucoup de personnes le pensent. Je pense que je peux le penser aussi, vu ce que fait actuellement Mohamed Salah. C'est peut-être lui le meilleur joueur bien sûr au monde, même s'il y en a des autres aussi qui sont très bons. On a parlé de Dembélé, on parle aussi de Rafinha, tous ces joueurs-là. Mais c'est que Salah, ce qu'il est en train de faire, je pense que c'est même un cran au-dessus de tous les autres joueurs. Et voilà, s'il gagne de gros trophées, peut-être déjà la Première Ligue, un énorme trophée, il y aura des chances bien sûr qu'il remporte bien évidemment le Ballon d'Or. Et Jamie Carragher, donc un consultant sur les chaînes sportives, Sky Sport par exemple en Angleterre, s'est moqué de la CAN en affirmant que ce n'était pas une compétition majeure, c'était pas un grand tournoi en gros. Il a dit, donc Mohamed Salah est originaire d'Égypte et ne peut donc pas remporter une compétition majeure, ce qui pourrait l'empêcher de gagner le Ballon d'Or. Donc Micah Richard et Daniel Sturridge l'ont immédiatement repris en défendant la CAN. Non, déjà, je suis pas du tout du même avec lui en disant que la CAN n'est pas un grand tournoi. L'Euro, c'est un grand tournoi. La Copa América, c'est un grand tournoi. La CAN, c'était bien évidemment un grand tournoi pour les sélections. Donc il a été recadré, même par Rio Ferdinand, qui est aussi consultant. Il a dit la CAN mérite plus de respect, c'est important. Et les fédérations doivent en faire davantage, bien sûr, pour le rappeler. Voilà, que la CAN, bien sûr, c'est un grand tournoi. Que voilà, s'il gagne, bien sûr, la Coupe d'Afrique des Nations, en fin d'année, ça sera un titre là qui est important, bien sûr, pour l'obtention, bien sûr, d'un Ballon d'Or, même si le Ballon d'Or sera désigné avant, bien sûr, la CAN. Après, peut-être le Ballon d'Or de l'année suivante, parce que voilà, ça aura lieu en mois de décembre. N'oubliez pas que le Ballon d'Or sera décerné là, au mois d'octobre. Donc voilà, la CAF qui nargue Jamie Carragher en disant que c'était pas un grand tournoi. Par exemple, la dernière CAN, quand j'avais parlé tous les jours l'année dernière, avait été bien sûr sublime et très bien organisée et gagnée en plus par la Côte d'Ivoire. Voici à quoi devrait ressembler le 3e maillot d'Arsenal la saison prochaine. Magnifique, donc toujours avec Adidas. Après le 3e maillot, c'est toujours avec le logo, on va dire vintage Adidas de Kimi Replay Better. Donc voilà, gros, à quoi devrait ressembler ce 3e maillot des Gunners. Et toujours avec Adidas, et cette fois-ci notre équipe et les Real Madrid, mais le maillot de domicile. Donc là avec le logo original Adidas. C'est les 3e maillots. Par exemple, le 3e maillot du Real saison prochaine sera de couleur bleue. Et là aussi, il sera le même écusson, ça,
logo vintage, le premier logo d'Adidas. Voilà, le maillot domicile du Real devrait ressembler à ça saison prochaine. Donc ils seront dévoilés bien sûr en fin de saison, tous ces maillots pour la nouvelle saison, enfin la saison future. La collection de Total 90 de Vini Junior, en gros c'est une photo publiée sur le compte Instagram de Vini Junior. En gros il nous a partagé plein de chaussures Total 90, une chaussure enfin qu'on voit plus trop maintenant, mais c'était une paire à l'époque que beaucoup de personnes on va dire portaient. Victor Osimhen à Manchester United s'est fait à 95%. Bon après c'est Business NG qui est la source, est-ce que c'est fiable ou pas, j'en sais rien. Mais oui, il y a des chances, surtout que Manchester, quand on sait l'attaque, quand on sait qu'ils sont 15e au championnat, ils ont toujours rêvé de Osimhen, où on se dit c'est jouable. Donc voilà, les Red Devils accepteraient de payer sa clause libératoire de 75 millions d'euros, qui va dès le 1er juillet prochain. Donc voilà, il pourrait débarquer à Manchester United. Lamine Yamal va prolonger jusqu'en 2030 avec le FC Barcelone. Ce nouveau contrat sera officialisé une fois que le crack blaugrana aura pris ses 18 ans. Donc le 13 juillet prochain, il aura 18 ans. Lamine Yamal. Donc Lamine Yamal verra aussi son salaire augmenter. Pour l'instant, les gars, il a l'un des plus petits salaires au club du côté du Barça. Et quand on sait l'importance et le statut de superstar, parce que maintenant c'est une superstar, Lamine Yamal, tout le monde le connaît bien sûr. Donc il doit toucher peut-être le plus gros salaire au Barça. Donc sa volonté absolue de continuer au Barça, il n'y a pas de départ dans la tête de Lamine Yamal. Et Jorge Mendes a un discours très clair concernant son client. Lamine Yamal n'est pas à vendre et n'écoutera pas les offres venant d'autres clubs comme le PSG, qui a proposé 200 millions d'euros. Ça a été confirmé par Fabrizio Romano qui l'a dit il y a quelques jours en interview. Donc tout ça a été refusé parce que le joueur souhaite rester du côté du Barça. Il devrait prolonger en juillet prochain jusqu'en 2030 avec une énorme augmentation de salaire. Tiens, en parlant du Paris Saint-Germain, n'oubliez pas que le PSG sur une série folle comme de 36 matchs consécutifs sans défaite à l'extérieur en Ligue 1. C'est incroyable, 36 matchs d'affilée. La dernière défaite du PSG, c'était en février, donc là, oui, février, mais 2023, non, 2025. Ça fait 2 ans que le PSG n'a pas perdu à l'extérieur en Ligue 1. Ça va être à Monaco, dernière défaite. Donc, c'est la série actuelle du PSG en championnat. C'est bien sûr un record en Ligue 1. Mais dans le top 5 européen, c'est quasiment un record. Ils sont très proches du record de l'AC Milan. Seul l'AC Milan a fait mieux dans le top 5 européen avec 38 matchs d'affilée à l'extérieur sans perdre en Italie, enfin en Serie A. C'était entre 91 et 93, un record qui date depuis plus de 30 ans. Donc le record est sur le point de tomber parce que 38 matchs est le record et le PSG a 36 matchs. Donc les deux prochains déplacements, il y a un déplacement à Rennes, prochain déplacement en Ligue 1, je vous parle. Ce sera entre les deux matchs de Liverpool. Donc peut-être là, l'équipe peut-être sera remaniée, on ne sait pas. Et le prochain match, s'ils ne perdent pas de nouveau à l'extérieur, ils seront ex-aequo avec le record de Milan. Ce serait quand même incroyable. Rendez-vous compte, quand même 36 matchs d'affilée sans perdre à l'extérieur. C'est fou ce que réalise le PSG. L'équipe type de la 23e journée, donc voilà, sur le week-end dernier, je ne l'ai pas montré hier, c'est vrai que j'ai oublié de vous le montrer hier, je le montre aujourd'hui, on est seulement mardi, donc les matchs ont lieu, le dernier match de Ligue 1 c'était avant-hier. Donc voici les meilleurs joueurs, donc Donnarumma présent, Hakimi les gars auteur d'un doublé bien sûr contre l'équipe de Lyon, il est présent, Dembélé aussi buteur, il est dedans, il y a qui d'autre qu'on pourrait mettre, il y a aussi Jubal qui a un double buteur contre l'OM, le défenseur et capitaine de la GOCR, il est présent dedans, donc Radson aussi tient un double buteur avec Lille contre c'était Monaco, il est présent dedans, donc voilà les meilleurs joueurs bien sûr de cette semaine, enfin du week-end dernier. Thibaut Courtois, le gardien du Real Madrid les gars, cela me manque vraiment de jouer pour la Belgique, ça fait 1 an et demi, maintenant je suis prêt. Pourquoi il ne jouait pas avec la Belgique? Parce qu'avant c'était Domenico Tedesco, il avait dit, il n'aimait pas le coach, il ne s'aimait pas les deux. Il a dit tant que ça sera lui le coach, je ne reviendrai pas en Belgique. Et là on sait que Tedesco c'est fini, c'est Rudi Garcia maintenant le nouveau coach de la sélection belge et il va certainement faire son retour avec la Belgique. Là dans quelques jours lors de la trêve du mois de mars. Thibaut Courtois. On va parler de Moss Simon, va devenir français. Donc 6 ans après son arrivée en France, le Nantais a entamé les démarches pour être naturalisé français. Voilà, donc il est nigérian, mais il va aussi avoir la double nationalité nigériane et française. Voilà, c'est Moss Simon, donc félicitations à lui. Neymar, la célébration de Cristiano Ronaldo, un CR7, quand il a fait cette célébration à droite, c'était lors d'un derby contre l'Atlético Madrid. Il a marqué un triplé contre l'Atlético, il a fait cette célébration, il s'était assis sur le panneau publicitaire. Et Neymar, lors du dernier match où ils ont gagné 3-0, un but en plus sur corner rentrant et doublé de passe D, donc il a fait la même célébration que CR7 à l'époque. Toni Kroos sur la même photo que Steph Curry, donc Steph Curry est en fond d'image, là on peut le voir. Un très grand, même si je suis très peu le basket, je sais que c'est un très grand basketteur. J'avais surtout vu sa finale des JO contre l'équipe de France de basket où le gars, à chaque fois il tirait, mettait des 3 points. Il est tout simplement trop fort. Donc voilà, trop de talent au mètre carré bien sûr avec Toni Kroos et le basketteur Steph Curry. On continue avec Benjamin Pavard les gars, dernière photo qu'il a publiée sur Instagram. Bon, une photo de lui en mode mannequin, je sais pas, avec un petit Marcel là. Donc bon, il a été beaucoup chambré par quelques collègues de l'équipe de France. Dembélé avec des smiles en train de rigoler, Mbappé pareil et Marcus Thuram, j'ai plus les mots.
Voilà, donc son collègue qui est du côté de l'Inter, Marcus Thuram. Voilà, par rapport à la photo, hein, bien sûr, de Benjamin Pavard. Et on finit aujourd'hui, les gars, avec le film de Jamel Debbouze, j'en ai parlé, hein. J'avais parlé dimanche, les gars, qui avait un film sur le football, Mercato. Et le film Mercato, hein, avec Jamel Debbouze, réalise un démarrage très compliqué. Seulement 17 679 entrées mercredi dernier, soit une petite moyenne de 17 spectateurs par séance. C'est très peu, hein, surtout que Jamel Debbouze a investi beaucoup d'argent. On parle d'un budget de plus de 13 millions d'euros pour le film. Hein. Donc, parce que c'est un film en rapport avec le football. Puis pour l'instant, c'est un gros bide. En gros, le film de Jamel Debbouze, je ne sais pas si vous l'avez vu. Moi, je ne l'ai pas vu. Mais voilà, par rapport aux chiffres d'entrée pour aller voir ce film. Donc voilà, les gars, on finit avec ça aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve demain, bien sûr, demain et mercredi. Il y a pas mal de choses à dire. Hein. Il y a des grands matchs à jouer. Hein. La Coupe du Roi, il y a la Coupe de France, il y a de la Première Ligue. Donc, il y aura pas mal de choses à parler demain. Et je vous souhaite une très bonne journée et à demain.